Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons aborder un sujet très important en psychologie sociale, à savoir les stéréotypes, les préjugés et la discrimination. Comment voulez-vous que le travailleur français qui habite à la Goutte d'Or où je me promenais avec Alain Juppé la semaine dernière, il y a 3 ou 4 jours, et qui travaille avec sa femme, et qui ensemble gagne environ 15 000 francs, et qui voit sur le palier à côté de son HLM entasser une famille avec un père de famille, 3 ou 4 épouses et une vingtaine de gosses, et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le palier devient fou. Il devient fou. C'est comme ça. Bon, bah là, grâce à Jacques, je pense que tout le monde a compris ce qu'était un stéréotype. On pourrait presque s'arrêter là, mais je vous propose quand même d'approfondir un petit peu. La première définition que l'on a des stéréotypes, c'est celle de Lippmann en 1922, et qui considérait les stéréotypes comme des images dans nos têtes, socialement partagées, rigides, fausses ou mal fondées, et qui généralisaient de manière excessive. Plus tard, Katz et Brally en 1933, puis Karlins, Kaufman et Walters en 1969, ont étudié la perception chez des jeunes Américains, des Japonais, avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale, et ont ainsi remis en question cette idée que les stéréotypes n'évoluaient pas dans le temps. Donc aujourd'hui, une définition assez consensuelle que l'on pourrait proposer des stéréotypes serait celle de Leyens, Iserbyt et Chadron de 1996, et qui propose que les stéréotypes soient des croyances partagées au sujet de caractéristiques personnelles, le plus souvent des traits de personnalité, mais aussi des comportements d'un groupe de personnes. En Inde, on croit que chaque Français, que tous les Français sont très cultivés et ils parlent d'art tout le temps et passent leur soirée en dégustation de vin et parlent de lexique du vin et des arômes du vin tout le temps. Mais évidemment, ce n'était pas le cas. Pour différencier stéréotypes et préjugés, on peut reprendre l'idée que le stéréotype n'est pas nécessairement construit autour d'une émotion, d'un affect ou d'un sentiment. Il s'agit en réalité de ce que l'on appelle une structure cognitive, c'est-à-dire ce que l'on croit savoir à propos d'un objet social, c'est-à-dire, en ce qui nous concerne, un groupe de personnes. A l'inverse, le préjugé correspond à la composante affective de l'attitude. Et le préjugé va donc renvoyer à une attitude défavorable ou négative à l'égard d'une personne appartenant à un groupe donné, et il va se manifester généralement par un sentiment d'hostilité.改变只需一颗俏皮洗衣溶珠，俏皮全国招生热线400-800-5086。Alors, si les stéréotypes et les préjugés correspondent aux 2 premiers volets du processus de catégorisation sociale inhérent aux relations intergroupes, la discrimination en constitue le 3e. Celle-ci se définit comme un traitement inégal d'individus fondé sur des raisons illégitimes. Et d'un point de vue légal, il est même précisé que cette différence de traitement doit prendre place dans un des secteurs prévus par la loi, comme par exemple l'éducation, l'accès aux soins, la libre circulation, la liberté de parole. Mais alors, à quoi ça sert les préjugés, les stéréotypes et la discrimination?
Eh bien, dans un premier temps, ça va permettre aux jeunes enfants de se construire une identité sociale. C'est-à-dire qu'il va pouvoir s'inclure dans des catégories et savoir s'il est grand, s'il est petit, s'il est riche, s'il est pauvre, si c'est un garçon, si c'est une fille, s'il est blanc, s'il est noir, par exemple. Ça, c'est un phénomène d'assimilation et d'identification. Et Leyens, Iserbyt et Chadron, dont nous avons déjà parlé, avancent même l'idée que les stéréotypes permettent de considérer que les individus d'une même catégorie sont interchangeables entre eux. Selon Tajfel et Wilkes en 1963, la catégorisation sociale va également augmenter la différenciation entre les groupes. Et il est même établi que cette catégorisation sociale va augmenter le sentiment de ressemblance intragroupe et augmenter également le sentiment de différence intergroupe. La catégorisation sociale, ça permet aussi de simplifier un environnement social complexe et ainsi d'avoir l'avantage de pouvoir mieux le maîtriser. Ça, c'est un phénomène d'économie cognitive. Parce que transposer les caractéristiques d'un individu à un groupe d'individus ou d'un groupe d'individus à un individu, eh bien, ça permet de faire des inférences plus rapides avec un minimum d'effort. Et enfin, la catégorisation sociale, ça sert aussi à maintenir ou à légitimer un ordre social préétabli, et ça c'est particulièrement vrai avec les populations noires, avec les femmes ou avec les personnes LGBT par exemple. Et là, je vous renverrai à la théorie de la dominance sociale de Sidanius et Prato en 1999, à la théorie de la justification de système de Jost ou à la croyance en un monde juste de Lerner. Au fond, si les stéréotypes perdurent, c'est parce que, d'une certaine manière, ils ont une utilité sociale, ils servent à quelque chose dans la société française. Ils servent à quoi, alors? Eh bien, ils servent à faire perdurer des formes d'inégalité qui conviennent à une partie de la société française. Comme nous l'avons déjà vu, certains stéréotypes naissent très tôt dans l'enfance, et ça nous pousse à croire que certaines idées qui alimentent les stéréotypes sont issues de notre héritage culturel. D'autres stéréotypes se construisent plus tardivement et selon 3 mécanismes. Le premier, c'est la surgénéralisation à l'exogroupe. L'exogroupe, c'est celui auquel je n'appartiens pas et que je vais donc stéréotyper. Et cette surgénéralisation, elle va me pousser à attribuer les caractéristiques d'un individu qui appartient à un groupe donné à l'ensemble des membres de son groupe. Le deuxième mécanisme, c'est le biais de souvenir. Et ça, c'est un processus qui va me pousser à ne garder en mémoire que les choses qui vont conforter ce en quoi je crois déjà ou ce en quoi j'ai envie de croire. Et enfin, le troisième mécanisme, ce sont les corrélations illusoires qui vont nous pousser à établir des liens entre des événements indépendants. In them jeans and heels, belly button showing, got some sex appeal. Streaks in your hair, fingernails did up, abs looking like you do 1000 sit-ups. Bon, alors, c'est bien joli tout ça, mais vous allez me dire quelles conséquences ça peut avoir des stéréotypes ou des préjugés. Eh bien, les conséquences, elles vont être différentes selon que l'on appartient au groupe qui discrimine, c'est ce qu'on appelle en psychologie sociale le groupe dominant ou le groupe majoritaire, ou que l'on appartienne au groupe discriminé. Au sein du groupe majoritaire d'abord, eh bien, les stéréotypes et les préjugés vont orienter l'interprétation de situations et de comportements. Pour illustrer ceci, nous allons retourner vers une expérience dont je vous avais déjà parlé dans la vidéo sur les rumeurs, celle de Allport et Postman en 1947. Dans cette expérience, Allport et Postman montrent cette image à des individus. Il
Il faut d'abord resituer le contexte. En 1947, aux États-Unis, le racisme est quelque chose d'extrêmement répandu. Selon le mécanisme de reproduction sérielle, la personne qui voyait cette image devait la raconter et la décrire à une personne qui ne l'avait pas vue. Cette deuxième personne devait la raconter à une troisième, qui devait la décrire à une autre, puis une autre, puis une autre, et ainsi de suite. Sur cette image, vous pouvez voir qu'on se situe quelque part dans un métro et que nous avons au milieu de la rame un individu noir avec un individu blanc. Et quand on regarde objectivement cette image, on constate bien que la personne blanche a l'air d'être assez virulente à l'égard de la personne noire qui semble rester impassible. Et quand on regarde attentivement, on voit même que la personne blanche dans sa main gauche tient ce qui ressemble à une lame de rasoir. Eh bien, ce qu'ont constaté Allport et Postman, c'est que, au bout d'un certain nombre de relais, la description de l'image est devenue conforme à ce qui étaient finalement les stéréotypes de l'époque, à savoir que c'était la personne noire qui agressait dans un métro une personne blanche et que c'était la personne noire qui tenait dans sa main un rasoir. Enfin, et toujours pour les membres du groupe majoritaire ou le groupe dominant, ces stéréotypes auront des conséquences comportementales, c'est-à-dire le plus souvent une discrimination. Les membres du groupe dominant réaliseront donc des comportements différents à l'égard des membres du groupe dominé. Mais cette discrimination pourra être modulée en fonction de différents facteurs comme la charge cognitive, c'est-à-dire l'attention, comme l'âge. Plus on est âgé, plus on va avoir recours à des stéréotypes, à l'état émotionnel ou enfin à la motivation. On peut illustrer ceci avec l'expérience de Mange, Charvit, Margas et Sénémo de 2016. Dans cette expérience, les auteurs ont souhaité étudier les effets d'un stéréotype. Le stéréotype choisi était celui des personnes arabes. Dans leur expérience, les auteurs ont donc réparti les participants en 3 groupes. Un premier groupe était exposé au stéréotype arabe, un deuxième groupe au stéréotype Espagne et un troisième groupe au stéréotype français. Précisons d'abord que cette expérience a été réalisée en France auprès de participants français et s'identifiant comme blancs. Après avoir activé le stéréotype dans chacun des groupes, les participants devaient participer à un jeu vidéo dans lequel ils devaient tirer le plus vite possible avec un pistolet sur des individus qui apparaissaient à l'écran uniquement si ceux-ci étaient armés. Ce que les auteurs ont constaté, c'est que les participants ayant été exposés au stéréotype arabe tiraient beaucoup plus vite sur les personnages apparaissant à l'écran que dans les autres groupes, et ce d'autant plus vite que les personnes apparaissant à l'écran étaient armées. By the time this video begins, a fight's underway. 2 white cops wrestling with a black suspect. They're trying to subdue him, but clearly getting the worst of it. Damn. The suspect, by now holding one of the cops' tasers, runs. The second officer chases him, firing his taser. Seconds later, out of camera frame, what sounds like 3 gunshots. Oh! The dead man is 27-year-old Richard Brooks. Police say he had failed a field sobriety test. Et enfin, les stéréotypes vont également avoir des conséquences sur les membres des groupes stéréotypés. Et la première conséquence que l'on va citer, c'est la prophétie autoréalisatrice qui va pousser les membres des groupes stéréotypés à se conformer de manière inconsciente aux attentes à leur égard. Et là, on va parler des travaux de Merton de 1949 et de Rosenthal en 1968. Rosenthal et Jacobson, par exemple, en 1968, avaient réalisé une expérience dans laquelle ils avaient présenté en début d'année des élèves à leur enseignante
comme étant soit des élèves que l'on appellerait aujourd'hui des élèves précoces, soit des élèves normaux. Précisons que cette répartition a été faite de manière tout à fait aléatoire et n'avait aucun fondement. Ce que Rosenthal et Jacobson ont constaté à la fin de l'année, c'est que les élèves qui avaient été présentés comme précoces ont été beaucoup mieux évalués par l'enseignante tout au long de l'année scolaire. Et la deuxième conséquence, et probablement la plus surprenante, c'est que les élèves qui avaient été présentés aléatoirement comme des enfants précoces sont devenus plus intelligents que les autres élèves. Test de QI à l'appui. Ceci peut avoir deux explications. La première, c'est que l'enseignante, c'est-à-dire la personne qui avait des stéréotypes, a adapté son comportement de manière cohérente avec ses attentes. Et la deuxième explication possible, c'est que les élèves, c'est-à-dire que les personnes qui étaient visées par le stéréotype, ont adapté leur comportement de manière à devenir conformes au stéréotype. Cette deuxième explication se rapproche un peu de la deuxième conséquence des stéréotypes sur les personnes stéréotypées, à savoir la menace du stéréotype. Selon cette théorie, lorsqu'un individu se sait victime d'un stéréotype, ses performances vont être perturbées, modifiées dans le sens attendu par le stéréotype. Et là, on va se référer aux travaux de Steele et Aronson de 1995. Steele et Aronson définissent la menace du stéréotype comme la pression que rencontre un individu en situation de risque de confirmer un stéréotype négatif pertinent pour le soi. Une de leurs expériences les plus connues consistait à modifier légèrement la consigne d'un exercice donné d'un côté à des étudiants afro-américains ayant la réputation d'être moins performants en compétences verbales et d'un autre côté à des étudiants blancs. Ainsi, lorsque cet exercice est présenté comme un test de mesure des capacités et des limites verbales, les étudiants afro-américains obtiennent de moins bons résultats que les étudiants blancs. Lorsque cet exercice est présenté comme un simple test de mesure des aptitudes, les deux groupes obtiennent les mêmes résultats. Steele et Aronson avancent alors l'idée que les personnes en situation de menace de stéréotype seraient distraites, c'est-à-dire qu'une partie de leur capacité cognitive serait occupée à lutter contre le stéréotype. L'appréhension de l'évaluation, l'anxiété de l'évaluation ou la motivation seraient également des facteurs impliqués. Voilà, maintenant que cette vidéo est terminée, j'espère que vous y voyez un peu plus clair dans les stéréotypes, les préjugés et la discrimination, et que vous aurez compris que le meilleur moyen de lutter contre ces stéréotypes, c'est d'en prendre conscience. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager cette vidéo, et à bientôt. I'm sure you've heard this idea. It is the notion almost that is something in the very flow of time that will miraculously cure all evils. And I've heard this over and over again. There are those, and they're often sincere people, who say to Negroes and their allies in the white community that we should slow up and just be nice and patient and continue to pray, and in 100 or 200 years the problem will work itself out, because only time can solve the problem. Well, I think that is an answer to that myth, and it is that time is neutral. It can be used either constructively or destructively. And I'm absolutely convinced that the forces of ill will in our nation, the extreme righteous in our nation, have often used time much more effectively than the forces of goodwill. And it may well be that we will have to repent in this generation, not merely for the vitriolic words of the bad people and the violent actions of the bad people, but for the appalling silence and indifference of the good people who sit around and say, wait on time. Somewhere we must come to see that social progress never rolls in on the wheels of inevitability. It comes through the tireless efforts and the persistent work of dedicated individuals, and without this hard work, time itself becomes an ally of the primitive forces of social stagnation. And so we must help time
And we must realize that the time is always right to do right.